France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est mercredi, aujourd'hui nous sommes le 12 octobre et vous êtes bien sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi jusque 18h30. C'est le grand forum, bien sûr, avec en ce mercredi Monsieur Ousmane Timera. Comment va-t-il là? Écoutez, je vais très bien. Bonjour à toutes et à tous. Ouais. Eh bien, Hakim Ral qui arrive dans un instant, bien sûr, un petit peu de retard, mais voilà, ce sont les aléas de la route, j'ai envie de dire. À 17h, nous recevrons le député Alexis Bachelet, qu'on a eu d'ailleurs l'occasion de recevoir depuis la rentrée. Mais on va le recevoir puisqu'il est parti en Palestine, accompagné de 2 députés pour une visite parlementaire pour œuvrer pour une paix juste et durable. On verra ce que ça a donné et puis évidemment on lui parlera des dernières nouvelles de l'actualité qui sont fracassantes, on peut le dire. Le j'aime ou j'aime pas, évidemment, les coups de cœur de Monsieur Ousmane et d'Hakim. J'espère que t'en as un aujourd'hui. Oui, j'en ai. Ah, très bien. Les avis tranchés. Quel sera ton avis tranché aujourd'hui? Ça concernera la clownerie de François Hollande. Par Très rapport bien. à Poutine. Ah oui, d'accord, très bien. On en parlera évidemment. Alors dans l'actualité et parmi les sujets que je vous propose aujourd'hui, que je soumets à toute l'équipe, bien sûr, sur France Maghreb 2 dans cette émission. En Allemagne, 3 réfugiés syriens font la une depuis lundi, considérés comme des héros. C'était mon coup de cœur. Voilà, écoutez, on en parlera quand même. On en parlera. Ils étaient suspectés d'avoir préparé un attentat, en tout cas en Allemagne. Plusieurs personnalités politiques souhaitent qu'ils soient décorés. C'est 3 Syriens qui l'ont arrêté. Ils l'ont donc tout simplement attaché et puis ensuite ils ont appelé la police. En tout cas, ceci remet un peu d'ordre dans l'image qu'ont les migrants donc en Allemagne. Une image qui a été ternie, c'est vrai, par des montées d'extrême droite, notamment en Allemagne et partout ailleurs en Europe. Et puis alors des révélations fracassantes, mon cher ami Ousmane, qui font déjà beaucoup parler en France. Elles sont signées François Hollande. Confidence politique dans une interview à l'Obs, plus personnelle et même parfois intime dans un livre qui paraîtra demain. Un président ne devrait pas dire ça. C'est le titre du livre. La droite s'offusque de la petite phrase: la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Et puis nous parlerons aussi de la sécurité, si toutefois on a le temps. La sécurité est l'un des thèmes développés hier soir par Emmanuel Macron. L'ancien ministre socialiste de l'économie tenait son 2e meeting d'une série de 3 consacré au diagnostic sur l'état de la France. Il était au Mans, dans l'ouest de la France. Il attaque donc Emmanuel Macron. Vous l'entendrez tout à l'heure, les propositions de la droite sur ce sujet de la sécurité. Bien sûr, il s'en prend, il critique vivement la droite, monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Hakim Ral, qui rentre un instant même dans les studios, que l'on salue, qui s'installe. Bien sûr, Hakim. Salut Christophe, salut Ousmane, salut tout le monde, salut les auditeurs. Ça va, alhamdoulilah. Alors, monsieur Hakim, le coup de cœur? Le coup de cœur, ça va être un historien, Youssef Boussouma. Donc, fervent défenseur de la mémoire du génocide algérien. Et l'avis tranché? Et l'avis tranché concernera une commémoration d'un massacre également parisien qu'il y a eu le 17 octobre 1961 lors de la répression sanglante sous les ordres de Papon par la police envers des Parisiens qui manifestaient. 40 000 Algériens réunis à Paris, et Français aussi, qui réunis à Paris pour manifester contre la colonisation sanglante, le génocide algérien, contre l'industrie du viol, l'industrie de la torture. Voilà, donc il y a eu un massacre, on a jeté les Algériens dans la Seine, on les a pendus dans le bois de Boulogne. Voilà, donc on est à J-5 de la commémoration qui aura lieu au Pont Saint-Michel. Comme chaque année, le 17 octobre prochain. Très bien. Eh bien, un programme, ma foi, très chargé. J'espère qu'on va réussir à le respecter. Tout cela à suivre donc. Mais pour l'heure, c'est le zapping pour commencer. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet, avec un gros coup de gueule poussé hier soir dans l'émission C'est à vous sur France 5 au micro de Anne-Sophie Lapix. Le comédien Omar Sy s'en est pris violemment aux médias. C'est qu'aujourd'hui on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols, qu'aux gens qui vont marquer le trait, qui vont grossir un peu qui vont aller dans la provocation, la caricature, provoque pour provoque, sans vraiment de fond. On voit ceux qui vendent des livres aujourd'hui qui sont numéro 1, c'est ceux qui vomissent des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit, mais il y a du vomi qui est vendu, qui
qui est vendu par milliers, et il est là le danger, et c'est à ça que j'ai envie de dire stop. Et moi j'ai envie justement qu'on se concentre sur les gens qui ont besoin d'être entendus, et je pense que c'est à eux qu'il faut donner la parole, à la jeunesse. Comme par exemple quand on me tend un micro à moi, Omar Sy, qui vit à Los Angeles, qui vit aisément, on pose la question sur la banlieue aujourd'hui. J'ai quitté Trappes il y a 20 ans. C'est à moi que vous posez la question. Il est déjà là le problème. Voilà pour le coup de gueule de Omar Sy sur France 5, une scène surréaliste qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Isabelle Attard a interpellé et accusé Jean-Michel Ballet, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, d'agression sur l'une de ses collaboratrices. Écoutez ce qui s'est passé. Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, le président de la République a dit vouloir un gouvernement exemplaire et que, je cite, la lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence. Et pourtant, le 11 février 2002, monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, monsieur le ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. Ces faits ont été rapportés le 10 mars 2016 par les journalistes Marie Kirchen et David Perrotin. Nous avons un groupe écologique. Au sujet de l'article 8 bis, s'il vous plaît. Coupez le micro, je parlerai sans micro, c'est pas grave du tout. Non, mais les journalistes Marie Kirchen et David Perrotin, je continue dans le journal. Madame la députée. D'autres députés avant moi se sont permis des hors-sujets, je continuerai à interpeller monsieur le ministre. Ces journalistes, Marie Kirchen et David Perrotin, vous ont contacté avant et après la parution. Vous étiez patron de presse, vous connaissez le délai des 3 mois pour les attaquer en diffamation. Vous avez choisi le silence face à ces informations qui dérangent. Aucun innocent n'aurait choisi de se taire. Par votre silence, vous reconnaissez être l'auteur de violences graves commises sur votre collaboratrice, monsieur le ministre. Certes, vous ne serez jamais condamné, puisque vous avez acheté le silence de votre victime. Je rappelle pour finir les mots du président de la République lui-même. La lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence. Je souhaite un État exemplaire. Nous allons en rester là, puisque le sujet de l'article 8, je n'ai pas d'autres inscrits. Je vais donc passer à l'amendement. Hallucinant. Allez, on continue ce zapping avec un petit tour par Canal+, où hier soir, dans le JT des JT, sur Canal+, donc retour sur un reportage diffusé sur la télé américaine NBC sur Donald Trump et ses relations avec les femmes. Il y a 18 ans, il disait sur les plateaux qu'il ne se présenterait pas aux élections américaines. Vous imaginez quel scandale ça serait à cause de moi et des femmes, rétorquait-il à l'époque. Écoutez. Donald Trump et les femmes, ça fait des décennies que tout le monde sait qu'il est plutôt du genre obsédé. Même lui le sait quand en 98, un journaliste lui demande s'il pourrait se présenter à la présidentielle. Il répond « Vous imaginez quel scandale ça serait à cause de moi et des femmes ». En 92, il embrasse sur la bouche cette présentatrice de NBC alors qu'elle lui tend la joue. « Vous m'avez embrassé sur les lèvres devant des paparazzis », dit-elle. Trump rigole. Puis elle lui demande s'il se présentera un jour. Je ne pense pas vraiment, dit-il, je prête trop à la polémique, à cause des femmes. J'aime les belles femmes. Sauf que les femmes ne l'aiment pas vraiment. En partie à cause d'elle, il est distancé de 11 points dans les sondages et aurait dû se souvenir de ce qu'il disait dans les années 90, quand Trump, le devin, avait prévu ce qui lui arrive aujourd'hui. Et enfin, pour finir ce zapping, hier midi, dans la nouvelle édition sur C8, Benoît Hamon, candidat aux primaires du Parti Socialiste, est revenu sur l'émission Une ambition intime, diffusée dimanche soir sur M6. Pour qu'il y participe, il a rencontré Karine Le Marchand, la présentatrice, qui lui a imposé plusieurs choses, comme évoquer sa vie privée. Benoît Hamon, vous m'avez dit que vous aviez rencontré Karine Le Marchand ? Absolument. Vous êtes donc bien sur la liste ? Donc, oui, je l'ai rencontré parce que moi je n'ai jamais rien fait. Voilà, vous avez toujours refusé. Vous allez le faire ou pas People, Attendez. Je vais vous répondre très honnêtement. Je l'ai rencontré, je voulais voir ce qu'elle proposait. Je me pose la question, elle pose des conditions pour cette émission. Quelles sont les conditions ? Boire du vin.
Ouais, ce serait pas ça. Si c'est ça va. Non, les conditions, c'est effectivement de rompre avec ce qui jusqu'ici avait été ma ligne de conduite, c'est que on ne sait à peu près rien de ma vie privée. Je m'en réjouis. Vous n'êtes pas du tout people, comme on dit. Non, j'ai toujours refusé les médias papier people. La question, c'est que je crois que le public qui est celui de l'émission de Karine Le Marchand n'a rien à voir avec le public qui est celui plutôt client des émissions politiques et qui a peut-être, et c'est la question que je me pose aujourd'hui, c'est pour ça que je veux regarder l'émission, peut-être matière à faire passer un certain nombre de messages. Voilà pour ce zapping, ma foi, assez fourni. Hakim et Ousmane, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors, pour moi, c'est l'intervention de Omar Sy. Ouais. Surtout, les autres aussi sont vraiment perturbantes de l'esprit, mais c'est pas forcément une surprise parce qu'on savait à quoi s'attendre en fait. Mais Omar Sy, j'ai trouvé finalement, en fait, c'est un comédien qui est issu donc de la banlieue. Bon, il le dit lui-même, ça fait 20 ans qu'il n'y habite plus. Il habite à Los Angeles. Il vit très bien. Il gagne très bien sa vie. Donc finalement, c'est un comédien qui porte la voix de problèmes sociaux français. À savoir le malaise, le mal-être et les problèmes qu'on peut rencontrer en banlieue. Donc j'ai trouvé qu'il sort un petit peu d'un certain silence qu'il avait auparavant. Je le trouve plus vindicatif. Le fait qu'il pousse de la voix comme ça, qui sort un petit peu comme on l'imagine, un comédien, un comique, un clown, il est là pour faire rire. Ça c'est du sérieux. Ouais. C'est bien le fait qu'il en parle, il sait de quoi il parle, donc il dit une bonne chose. Il dit allez tendre le micro, allez parler avec les gens de la banlieue qui y vivent. En fait, il est en train de dire allez parler avec les Français, allez sur le terrain. C'est ce qu'il est en train de dire. Moi, j'ai trouvé ça très louable et ça m'a surpris que le comédien, il ait ce ton aussi sérieux et aussi important et nécessaire aujourd'hui. Ousmane. Moi, ce qui a retenu, c'est un peu le parallèle que tu as fait. La relation entre, d'un côté, Trump et sa relation avec les femmes. Mais en fait, le phénomène Trump ne doit pas tromper personne pour pas faire de mauvais jeux de mots. C'est connu, moi, il n'y a rien de surprenant dans ce personnage. Ce qu'il y a de bizarre, c'est les conséquences que cela va avoir sur le civisme des gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont libérées. Et donc du coup, je pense qu'il y aura un avant et un après Trump. Mais cependant, le lien justement entre Trump, parce que nous on aime bien critiquer Trump, alors qu'on a nos Trump à nous ici, dans le gouvernement. Biden. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi Sapin, et puis il y en a d'autres encore. Il faut rappeler que Michel Sapin a claqué la culotte d'une femme. Journaliste devant tout le monde. Oui, il y avait le masseur de pieds. Personne n'a. Ça c'est tronc, ça. Voilà. Personne n'a bronché. Et donc moi je trouve ça étrange de société qui s'offusque de burkini ou de je ne sais quoi pour la liberté de la femme et qui accepte ce sexisme-là. La France, l'élite française est assez hypocrite sur ces choses-là. On est trop indulgent sur ce qui se passe avec les femmes, sur le plan du salaire, sur le plan du sexisme, sur le plan même des viols. Donc il y a beaucoup de choses. Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. C'est le grand forum évidemment sur France Maghreb 2 comme tous les jours, 16h, 18h30 sur France Maghreb 2 avec Hakim Ral qui est toujours chef d'entreprise. Salut tout le monde. Et monsieur Ousmane Timera, toujours chef des collectivités locales. Politique de la ville. Politique de la ville. Chef de collectivité locale, c'est quand je serai maire. Inch'Allah. Inch'Allah. Une grande ville? Bien sûr. Ah oui, évidemment. Il y a que les ambitieux qui touchent les cieux. Exactement. Alors, un bon plan que j'ai à vous faire partager, messieurs, dames, ça se passe le 28 octobre. C'est un gala Amana Comedy, c'est le titre de ce gala. C'est un gala donc qui va réunir plusieurs humoristes dont les fonds seront intégralement reversé au projet d'école Amana à Montpellier. On en avait déjà parlé. Ça se passe donc le vendredi 28 octobre à 20h à l'espace Chevreuil à Nanterre dans le 92. Beaucoup d'humoristes donc se sont réunis pour la bonne cause, pour soutenir donc cette école, notamment Nounours, Austin Power, également le groupe Bayou Saga Tombeau que vous connaissez peut-être, Auria Les Yeux Verts, il y aura également Dr Troy, mais aussi Sefiu. Et plein d'autres artistes donc qui seront réunis. Une normale sera à gagner donc tout au long de la soirée. Le prix de l'entrée 19 €. Et j'ai un bon plan, messieurs dames. Je vous donne d'abord le numéro de réservation qui vous servira aussi à gagner 2 places si vous êtes le premier à envoyer un SMS avec le mot de passe Amana. Comme ça se prononce, Amana. 06 17 07 40 20. Je répète, 06 17
07 40 20. N'hésitez pas et allez-y nombreux. Et pour ceux qui veulent tenter leur chance, ça se passe maintenant donc par SMS. Vous envoyez votre nom et prénom. Et c'est Laïla qui a gagné déjà hier 2 places. Donc Laïla ira à cette soirée humoristique donc le 28 octobre, la semaine prochaine ou dans 15 jours même. Donc à Nanterre pour ce projet Amana, donc une école privée musulmane. Ce matin dans l'actualité, faut pas compter sur les chaînes d'infos ici en France pour vous en parler. Et pourtant l'horreur a frappé une nouvelle fois hier soir à Kaboul. 2 mosquées ont été attaquées. Ça s'est passé en pleine célébration donc de l'Ashura. Dernier bilan officiel, 16 morts, une 50aine de blessés. Et les talibans ont démenti ce matin toute responsabilité dans l'attentat de la mosquée de Qarsefarif. Ils n'évoquent pas la deuxième attaque dans le quartier de Karteshar. Donc attaque ce matin, hier soir à Kaboul. C'est vrai qu'on s'y habitue finalement à la violence de ce côté-là, l'Afghanistan, le Pakistan, ça n'effraie même plus personne. Malheureusement, effectivement, c'est un peu... c'est pas surprenant, j'ai écouté ça tout à l'heure sur RFI, mais ça en dit long justement sur l'instabilité globale de ces régions, la manière non coranique de prendre la religion comme étant un moyen idéologique de domination, et puis surtout ça donne aussi l'impasse des révoltes qui ne se donnent pas les moyens d'une révolution. C'est-à-dire que l'Afghanistan, dans sa résistance contre l'Union soviétique, savait contre qui se battre, mais lorsque l'ennemi a été abattu, il n'avait pas de quoi fonder une nouvelle société. Et donc, ce sont les chefs d'armée qui se sont combattus les uns contre les autres et qui ont donné naissance ensuite aux talibans. Et nous connaissons la suite. Il y avait une personnalité, le commandant Massoud, qui était présent et qui était capable de pouvoir de restaurer l'état de droit. Seulement les Occidentaux, férus de droits de l'homme comme moyen idéologique, mais non comme réalité, ne l'ont pas soutenu. Et il a été assassiné, je crois, la veille du 11 septembre. C'est ça. Ça n'est pas un hasard. N'est pas un hasard, effectivement. Sur le Pakistan, sur l'Afghanistan, sur cette partie de région... Et même sur l'ensemble du Moyen-Orient de manière générale. C'est pour ça que pour moi, le nationalisme, d'une part, atteint ses impasses ici, et l'islamisme aussi. Dans les deux côtés, on a utilisé soit le modernisme, soit l'islamisme comme un moyen idéologique pour asseoir un pouvoir. Or, c'est le meilleur moyen, à un moment donné, d'attiser les tensions, d'attiser les passions et surtout faire en sorte de créer des guerres civiles à tout va. Donc le projet islamiste, en tous les cas, depuis les années 50, en passant par Al-Mawdoudi, en passant par Sayyid Qutb, mais aussi le salafisme wahhabite, soutenu par les Occidentaux d'une manière ou d'une autre, ça donne les résultats que nous avons aujourd'hui. Il faut dépasser ces frontières qui ont été imposées par la colonisation et qui ne correspondent pas aux réalités et à l'histoire de ces peuples-là, d'une part, et faire en sorte de dépasser cette idolâtrie que sont les clanismes et les sectarismes religieux et ethniques. Il faut un autre projet. Moi, j'arrive pas à admettre que les... je suis nuancé par rapport à ce qu'il dit Ousmane. J'arrive pas à admettre que les politiques de ces pays, les peuples du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, même d'Afrique, arrivent à se débarrasser totalement de la volonté d'hégémonie des pays du Nord, on va appeler ça l'Occident, qui veulent maîtriser absolument leurs ressources minières. C'est-à-dire, explique-toi. C'est-à-dire que être indépendant au point de mener une politique comme nous le voulons, c'est-à-dire en tant que peuple. T'es dans l'utopie, mon ami, là. Non, c'est-à-dire que forcément, il y a un équilibre des forces mondiales et il faut composer avec. Donc quand les peuples en question essayent de proposer quelque chose tant bien que mal, on les stigmatise, on leur dit non, c'est pas démocratique, ou le modèle qu'il faudrait appliquer c'est celui-ci ou celui-là. On les laisse pas libres. C'est-à-dire ils sont pas libres. J'ai pas bien compris ton propos. Quand tu as parlé, tu dis voilà les différentes influences idéologiques sur la politique, ethnique, notamment religieuse, d'accord, dans ces pays-là, dans ces contrées-là.
amène à des impasses. Il n'y arrive pas. Il y a des guerres claniques. Et t'as parlé des chefs de guerre au lendemain de la victoire sur les soviétiques, les talibans qui se faisaient la guerre entre eux. Donc ils savent pas quoi proposer. Je n'arrive pas à croire et à être convaincu que ces peuples-là sont totalement libres et défaits de la mainmise étrangère. Oui, mais moi je parle pas des peuples. C'est les peuples qui essaient de s'organiser. Non, moi je parle des leaders politiques et des projets politiques. Ils sont issus du peuple. Oui, certes, mais il faut faire la différence entre des partis politiques. Différence, quand même. Par exemple, nous on fait pas partie du parti socialiste. Donc je suis pas, si à un moment donné on est dans des impasses politiques, on dit pas c'est le peuple français. Mais ils tombent pas d'un arbre les politiques. Non, mais en l'occurrence, en Afghanistan ou dans ces pays-là, les premières victimes c'est le peuple. À chaque fois. Les premières victimes c'est le peuple. Et donc il faut questionner les élites. Il faut questionner les projets politiques. Quand à un moment donné, toute une génération de vendredi en vendredi, de cours en cours islamique, vous leur mettez dans le cœur la haine des autres et non pas l'amour de Dieu. Quand vous mettez comme projet islamique, c'est le fait de couper des mains et non pas d'établir la justice. Quand vous réduisez l'islam au folklore local, faut pas s'attendre à ce qu'à un moment donné, il y ait une génération d'hommes et de femmes émancipés. Bien sûr, et ensuite, vous êtes les mieux à même à être les faire valoir de puissances extérieures qui vous manipulent. La masse, je parle pas de la masse. Je parle de ceux qui, à un moment donné, les talibans, ou les wahhabites, les Ben Laden, ou ce qui se passe avec Bachar al-Assad et autres, ce sont des gens qui n'ont pas su être à la hauteur de leurs responsabilités dans ces pays-là, sont manipulés et sont les faire valoir des puissances extérieures, et ceux qui arrivent dans ces pays-là, en premier lieu, d'abord, c'est la faute de leurs dirigeants et des peuples. Il faut que les peuples, ils assument leurs responsabilités. Et en second lieu, les puissances extérieures qui utilisent de part et d'autre les tensions qui existent. Mais nous sommes responsables de ce qui nous arrive là-bas. Nous, musulmans, sommes responsables de ce qui se passe dans nos pays. Si on n'accepte pas ce fait-là, on ne pourra pas corriger la situation. Ousmane, je connais pas d'élite politique. Je connais pas d'élite politique. Enfin, ma petite connaissance. Ou bien de peuple. D'accord, ou d'élite forcément issue du peuple, qui ne veuille pas vivre en paix, en harmonie, dans le bonheur, dans l'épanouissement et dans l'émancipation et dans l'échange avec les autres. Alors d'où vient la guerre civile? C'est bien des gens qui à un moment donné se lèvent et vont combattre d'autres personnes. Mais les gens et qui sont embrigadés. Non, mais justement l'embrigadement. C'est pas des mercenaires, c'est des gens des nations mêmes. Il y a une contradiction à soulever, c'est que tout le monde veut le bonheur, la paix, l'émancipation, l'épanouissement. Ouais. On entend toujours ce discours, mais le résultat, c'est toujours des guerres. Voilà, Christophe qui a cité ce qui s'est passé hier en Afghanistan. Voilà ce qui va se passer encore en Irak. Mais voilà pourquoi il y a des contradictions. C'est quoi ces contradictions? D'où elles viennent? Contradictions. Maintenant, là où je te rejoins dans ton discours. Non mais attends, il faut que tu répondes à ça. D'où elles viennent? Ces contradictions-là, elles ont une origine. Les origines, elles sont multiples. On peut pas. Oui, d'accord, mais on peut les citer. Il y a des origines politiques. Il y a des origines idéologiques. Il y a le fait qu'à un moment donné, on ravive les tensions entre chiites et sunnites. Oui, c'est religieux, ça. La tension chiite et sunnite. Notamment ce qui s'est passé en Afghanistan. Non, la tension chiite et sunnite, elle tombe pas du ciel. Il y a des gens qui ont parlé pendant 50 ans, on les connaît leurs discours. Il y a des gens qui sont sur YouTube. On a enseigné aux gens qu'il fallait haïr le sunnite ou le chiite. On a fait en sorte de dire qu'au fond, l'ennemi, ça n'est pas celui qui est extérieur et qui nous colonise, c'est l'autre qui est ton voisin. Ça, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que ces pays soient recolonisés. Or, c'est la stupidité des prédicateurs, la stupidité des élites politiques et la stupidité des peuples qui, à un moment donné, se laissent berner. Ça, c'est une responsabilité. Si jamais on prend pas en compte cette situation-là, on va avoir là des guerres civiles dans tout le monde musulman. Et donc il faut que nous pointions la responsabilité des uns et des autres. Certes, les Occidentaux, les pays du Nord ont leur responsabilité là-dedans. Mais si nous sommes colonisés, c'est que nous sommes colonisables. C'est notre faute à nous. Il faut que nous nous réveillions. Monsieur Ali qui nous a rejoint au standard 08 92 23 99 50. Ali, bonsoir, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Ousmane, bonjour à l'autre invité et à tous les auditeurs. Hakim il s'appelle. Hakim, ouais, bonjour Hakim. Bonjour. Donc j'ai écouté, je suis le forum. J'ai écouté Ousmane. Là, ce serait la faute des peuples au Moyen-Orient qui se laissent manipuler parce qu'ils s'entendent pas entre eux. Une partie. Un peu dans ce genre. Moi, ce que je dirais, que en Syrie principalement, comme en Libye principalement, la Libye vivait très très bien.
Il n'y avait aucun problème entre les peuples. Ils vivaient très bien entre eux, les gens. En Syrie, en 2010, ça a été prouvé, et les gens qui étaient là-bas aussi le disent, ils vivaient en paix, en osmose entre eux-mêmes, entre plusieurs ethnies, il n'y avait aucun problème. Sauf que il y a des puissances étrangères, que sont les États-Unis, qui sont les dirigeants français, qui sont les dirigeants anglais, les Saoudiens, les Turcs, les Qataris, ils se sont entendus entre eux pour des raisons économiques, géostratégiques, pour attaquer un pays, c'est-à-dire la Syrie, comme ça a été le cas de la Libye. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils vont utiliser leur propre armée? Ils peuvent pas. Ça saute aux yeux au monde et c'est la honte. Donc ils vont utiliser une tierce personne, une tierce entité, c'est-à-dire le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour ça? C'est-à-dire la religion. Il y a des gens qui sont très sensibles là-dessus. Ils ont utilisé, c'est le wahhabisme. La secte wahhabite. C'est vraiment une secte wahhabite. Elle n'a rien à voir avec l'islam. Et ils ont utilisé cette secte wahhabite à travers les Saouds, les Qatars qui est wahhabite, et les frères musulmans qui sont commandités par la Turquie, Erdogan et tout ce qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient avec l'OTAN, les États-Unis? Ils se sont entendus entre eux. C'est-à-dire détruire ces États-nations où ils s'entendaient à merveille, le peuple entre eux. Ils s'entendaient à merveille? Oui, pour mettre des régimes islamistes wahhabites, frères musulmans. Et pour cela, il y avait la complicité de l'OTAN et des Saoudiens, des Qataris et Erdogan et tout ça. Et les Souyours aussi wahhabites pour cautionner religieusement le tout. C'est ce qui s'est passé. Et comme dans ce cas-là, eh bien, la plupart des pourritures qui se disent djihadistes, ils accourent de tout point. On va faire un califat. Il y a des gens qui y croient, mais vraiment, du fond du cœur, ils croient au califat, etc. Et ils sont prêts à tuer, à égorger pour installer leur califat. Et ces pourritures, ils savent pas que c'est ils sont dans de la géopolitique comme des grenouilles avec lesquelles on joue. Voilà. Merci Ali. J'ai l'impression que tu partages pas des masses l'avis d'Ali Ousmane. Non, moi je la partage pas parce que déjà il y a un mélange. Il a mélangé beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de mélange. Je veux dire, les wahhabites qui sont alliés avec les frères musulmans qui se font zigouiller par les wahhabites en question. Bon, et Erdogan. Bon, enfin bref, on mélange un peu tout et c'est la vision, on va dire, poutinienne du monde. Oriental et musulman et la vision aussi amis sont pareils. Non, ils sont pas tous pareils. D'une part. Deuxièmement, quand on parle des wahhabites, une secte, moi j'aime pas ces termes-là. Je pense qu'il y a une responsabilité collective de tout le monde dans cette affaire, d'une manière ou d'une autre, des différentes élites. Maintenant, on parle de la relation idyllique au sein de ces peuples, mais on rigole ou quoi? Ces peuples-là vivaient sous la dictature. Kadhafi, c'était pas un enfant de cœur. Si à un moment donné, il y a une leçon qu'il faut retirer entre ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé et ce qui se passe en Égypte, c'est que la dictature et les dictateurs amènent toujours leur peuple dans la catastrophe et dans la tombe de la guerre civile. S'il n'y avait pas eu des années de dictature de Saddam Hussein, les Américains n'auraient pas pu détruire l'Irak. Il y a des causes internes. Donc oui, bien sûr que les Américains, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, compagnie, c'est vrai. Mais les Américains n'osent pas aller attaquer la Chine. Ils n'osent pas aller attaquer la Corée du Nord. Ils n'osent pas aller attaquer la Malaisie. Ils n'osent pas attaquer la Turquie. Bon, il faut qu'à un moment donné, on prenne nos responsabilités. Muammar Kadhafi, certes, la manière dont la France y est prise pour bousiller ce pays est un crime de guerre. On devrait appeler Nicolas Sarkozy et les autres qui l'ont aidé au tribunal international. Reçu 2007 à Paris en grande pompe quand même, rappelons-le. Oui. Bachar el-Assad et Kadhafi. Hein. Oui, mais d'un autre côté, faut pas être naïf. C'est des rapports de force entre peuples et entre pays. Si vous voulez pas que votre pays se fasse attaquer, faites en sorte de respecter les droits de votre peuple. Bah, la Libye quand même, le peuple vivait bien quand même, Ousmane. Non, mais il vivait pas si bien que ça, il était en dictature. Ousmane, alors si on confond. Mais c'est quoi la dictature? C'est quoi la dictature? La dictature, c'est pas juste à un moment donné tu remplis ton ventre et que on te laisse tranquille. Le mec, il laissait pas à un moment donné l'opposition s'exprimer. Ça a créé des tensions au sein de son peuple. Pourquoi est-ce que une partie de la population, notamment qui était issue de l'ancien roi qui a été renversé par la famille Al-Idrissi, qui a été renversé par Kadhafi, ont été les fers de lance internes, la 5e colonne entre guillemets, qui a permis à un moment donné à ce que l'Occident intervienne. On a utilisé les tensions internes. Donc, dire que ce qui s'est passé en Libye, c'est pas bien, ça n'exonère pas
la situation politique. Parce que les gens, c'est pas juste un ventre à remplir. C'est aussi des rêves et une politique. Le mec était présent pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté des gens en prison. Donc ça crée des tensions. Il a arrosé une bonne partie de l'Afrique et il avait dit aussi que tant qu'il serait au pouvoir, il n'y aurait pas de migrants en Europe. Très bien, mais ça a servi à quoi? Il a offert la possibilité aux étudiants libyens d'aller faire des études à l'extérieur financées par l'État. Oui, mais tous les autres pays le font, notamment dictatoriaux. Les pays autoritaires le font aussi. La question, c'est pas de savoir qui est-ce qui l'emmène dans tel et tel pays. L'Arabie Saoudite le fait et d'autres pays dictatoriaux. Un pays, c'est pas juste un homme qui décide. Ce sont des conditions socio-culturelles, politiques et militaires à établir. Un équilibre. Si vous mettez pas ça en place, il suffit de lire Ibn Khaldoun pour comprendre ça. Ça fait déjà super longtemps qu'il en parlait, lui. Donc c'était à la France d'aller faire le ménage pour le peuple libyen? Non, c'était pas à la France. Si la France, en fait, regarde, je vais vous citer un passage du Coran qui l'explique très bien dans la sourate de la fourmi. Et on va me dire, mais il me parle de Coran quand on parle de diplomatie? Oui. Parce qu'il serait temps quand même qu'on lise un peu nos sources et qu'on comprenne ce que ça dit. Quand la reine de Saba, africaine, commente la décision qu'elle doit prendre par rapport à la proposition de Salomon, et que son peuple lui dit, les dirigeants lui disent, écoute, c'est toi qui décides, mais si tu veux, on fait la guerre. Qu'est-ce qu'elle dit? Non. Quand les rois, les relations entre les rois, rentrent dans un pays, ils transforment ceux qui sont nobles en personnes viles. Donc la leçon à tirer, c'est que les rapports de force entre les pays font qu'à un moment donné, on va utiliser les forces internes contre le régime en place, quand celui-ci ne sait pas traiter à égalité les autres personnes. Donc il faut comprendre les rapports de force. La France, qu'elle a fait, c'était son intérêt. C'est pas normal. Mais la question, c'est pas normal. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours. On y arrive. Les peuples, à un moment donné, c'est pour ça que le Coran demande aux musulmans qu'ils se protègent, qu'ils aient les moyens de leur puissance, qu'ils aient les moyens à un moment donné d'établir des rapports de force pour empêcher les autres de les attaquer. Un peuple qui n'établit pas les rapports de force comme il faut pour ne pas se faire attaquer est d'abord coupable. Okay. C'est notre faute. Ousmane. Si on se fait coloniser. Alors, tout à l'heure, il me disait, Christophe, quand j'ai intervenu, c'est un peu idyllique ta vision. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui l'a dit. Maintenant, moi, j'ai envie de dire la même. Utopique, pas idyllique. J'ai envie de dire la même chose, parce qu'apparemment, il m'avait pas bien compris. Ousmane, sur toi, c'est très naïf ce que tu dis. Pourquoi? T'es en train de dire, alors, les musulmans, bien sûr. Les musulmans, laisse-moi parler, laisse-moi terminer, s'il te plaît. T'as dit, voilà, le texte, t'as récité le texte, c'est très bien, il faut, c'est une source. Et en plus, tu dis, dans la phrase, tu dis, il faut que les pays musulmans s'approprient la force nécessaire, la puissance nécessaire. Pour se faire respecter. Pour se faire respecter. Et pas se faire attaquer mais justement, mais il est là le problème. Oui. Il est là le problème, c'est que on laissera pas dans cette vision du monde bipolaire, dans cette vision du monde où, la thèse qui a mis en avant tout le temps, c'est le choc des civilisations, c'est la domination des pays du Nord sur les pays du Sud, et qui date depuis des centaines d'années. Et ça, tu l'oublies dans ce que tu dis. Et les autres peuples, comment ils sont sortis? Mais jamais, Attends, si tu prends, tu prends Sankara. Ouais. Sankara qui dit, dans son grand discours, il dit voilà ce qu'on va faire pour l'Afrique. Il expose tout, c'est connu, ce qui va pas payer la dette, faire consommer africain, se renforcer, s'éloigner du franc, des colonies françaises d'Afrique, entre autres. Et il le tue. Kadhafi, quand il parle pour monter, pour essayer de structurer une force légitime africaine, du commerce, une meilleure vie sociale entre les Libyens, entre les Libyens, entre les Africains eux-mêmes, on va pas le laisser faire. Mais non. On va jamais laisser faire. On va jamais laisser faire. Ces pays-là. Quelles sont les conditions de la force? Attends, on va jamais laisser faire ces pays-là. D'accord, pour qu'il arrive à la table des discussions avec la force. Il n'y a pas à maintenant, ce qu'il fait maintenant, et à établir les conditions. Quand je t'écoute, donc tu es d'accord pour dire que Erdogan c'est un exemple. Mais bien sûr c'est un exemple, moi j'ai jamais dit le contraire. Voilà. Mais moi mon propos il est pas là, c'est que moi je veux... Donc tu dis que le modèle d'Erdogan il faudrait qu'il soit répliqué. Non, je dis pas le modèle d'Erdogan, il n'y a pas de modèle d'Erdogan. Erdogan c'est son modèle à lui par rapport à la Turquie, chaque peuple a son il y a forcément histoire. des facteurs clés de succès, il y a forcément je dis qu'à un moment donné des pays, quand les conditions de la force c'est déjà la cohésion interne. L'égalité à l'intérieur du pays. Mais Erdogan on n'est pas loin quand même. Attendez, excusez-moi. Moi il a muselé quand même toute la presse en Turquie. Christophe, moi je suis pas pour juger les gens comme ça. Si, il faut juger. C'est à un moment donné. Mais vous parlez de dictature très facilement. Moi je vous parle d'une manière dont Erdogan a muselé la presse turque.
d'une manière incroyable. Non, ça c'est ce sont des propagandes. Voilà. C'est le problème. Après, je reviendrai sur les conditions de la force d'un pays. Ça fera plaisir aux journalistes qui ont été empêchés, voire même ceux qui ont été en prison. Moi, je ne suis pas d'accord avec la politique autoritaire menée par Erdogan en ce moment en réaction. Merci, autoritaire, totalitaire. Non, pas autoritaire, totalitaire, c'est pas pareil. Oui, je sais, j'ai pour ça que j'ai fait exprès. Moi, je dénonce l'ingérence à chaque fois dans les pays. Mais je comprends la politique d'Erdogan à l'aune de la situation dans laquelle se trouve son pays. Ouais. Donc il doit faire des choix, c'est sûr qu'il doit faire des choix. Il y a une situation extrêmement difficile. On a essayé de faire un coup d'État. Les différents pays occidentaux ne sont pas là, en l'occurrence l'Europe ne sont pas là pour faciliter les choses à la Turquie. Dans ce genre de situation, je défie n'importe quel pays qui accueille 2 millions de réfugiés sur son territoire, qui a eu un coup d'État qui a été raté, qui sait très bien qu'il y a quand même des origines extérieures à ce coup d'État fomenté, de prendre des mesures qu'il faut. Maintenant, je reviens sur les conditions de la puissance. Oui, pour les pays africains résumer. comme les pays musulmans. Oui. Les conditions de la puissance, c'est pas comme ce que fait l'Arabie Saoudite en achetant des armes. Les conditions de la puissance, c'est la cohésion interne. Qui a parlé d'Arabie Saoudite comme exemple? Pardon, je parle pas de toi en fait, je parle de manière générale. Mais les conditions de la puissance, c'est pas la puissance militaire. La puissance militaire ne vient qu'en dernier ressort. Ça compte aussi. C'est d'abord l'éducation. Ça vient en dernier ressort. Et d'ailleurs, le Coran le dit très bien. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Préparez contre eux vos adversaires. En tout genre. Toute force. Et ensuite, il vient la force militaire. Donc, la force, et il suffit encore une fois de lire l'introduction Al-Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. La force, c'est d'abord la culture, l'économie, l'indépendance au niveau de l'éducation, et enfin la force économique bien sûr, et enfin la force militaire. Bon. Quand ces conditions ne sont pas présentes, comme dans les pays africains ou comme dans les pays du Maghreb ou dans le Moyen-Orient, faut pas s'attendre à ce qu'on se fasse pas coloniser. Bon, alors dans un instant, messieurs, on va revenir avec le député Alexis Bachelet pour parler d'une délégation parlementaire partie en Palestine, dans les territoires occupés. Au mois de septembre dernier, ils étaient 3, pas plus. Et Alexis Bachelet en faisait partie. Et puis on va évidemment écouter vos avis tranchés à suivre. Donc c'est le grand forum, bienvenue à vous, le débat est bien ouvert. Ils sont en forme, Hakim et Ousmane qui sont avec nous aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est le grand forum. Et même en antenne, ça discute, c'est bien, ça échange en tout cas. C'est important de dialoguer, de débattre. Sur France Maghreb 2. Alors Ousmane, il y a un auditeur qui souhaite t'interpeller, il s'appelle le docteur Syrien évidemment. Bonsoir docteur. Ah cher docteur, comment allez-vous? Bonsoir mes amis. Bonjour docteur. Je suis à l'antenne. Bonjour monsieur Ousmane. C'est très intéressant. Aujourd'hui je réagis grâce à votre analyse. Voilà. Ah bah écoutez formidable. Il y a Hakim qui est là aussi, il nous aide aussi avec ses quelques punchlines. Voilà. Donc, je vais faire court parce que c'est le temps compte, surtout pour monsieur Christophe dans ce forum. Là, j'ajoute pas un point, ni un point virgule à ce que vous avez dit. Et je l'ai dit il y a 5 mois à vous-même, Sha'ban wa hukumatan, peuple et gouvernant. Ça, ce que vous avez analysé, donc ça, on perd pas de temps. Ça, ok. Je vous interpelle pour autre chose. Là, vous parlez d'une cohésion entre les gens. Je vous donne un exemple, s'il vous plaît. Vous avez très bien parlé des Kurdes du nord de la Syrie. Vous avez dit, on dirait pas c'est des musulmans. Alors que c'est des musulmans, c'est des sunnites. Pas tous. Là où je vous interpelle, il y a 5 confessions chez les Kurdes. Il y a les sunnites, point. C'est les musulmans, très peu de chiites, mais presque pas. Il y a beaucoup de yazidis que vous avez oubliés, quand même. Les yazidis, c'est les anciens habitants de la Syrie, surtout du nord. Cham, on ne parlait pas de la Syrie. La Syrie, c'est une appellation que le mandat français l'ont fait en 1935 pour le Grand Liban et la petite Syrie, ce que là, on vit. Et on reviendra une autre fois. Et 5e population, c'est une population hindouiste. Voilà, d'ailleurs, Dalai Lama vient souvent là-bas, plus quelques autres populations, les Ashuriens et tout. On reviendra. Maintenant, le problème, vous dites de la cohésion. Il y a 2 choses à vous dire. À Damas, je parle d'Imashq, la capitale actuellement fédérale, la future capitale fédérale, que De Gaulle a bien voulu en 1935 la placer comme capitale de la Syrie, en donnant tout le nord-ouest aux Turcs, ça c'est, vous le saviez mieux que moi, Skandarona. Bon, maintenant on revient sur les composantes de Damas. Figurez-vous, à Damas, il y a une cohésion actuellement. Alep, malheureusement, Alep-Ouest, c'est normal, il y a 1 800 000 habitants, je pleure, Alep-Est.
Maintenant, le problème du nord de la Syrie, je reviens vite vers le nord de la Syrie. Et comment se fait-il que les Turcs, M. Erdogan, mes respects, il s'arrange pour 100 milliards de dollars avec M. Poutine, c'est leur charabia, en mettant les Iraniens, tout ça. De quel droit M. Erdogan, il dit, je veux occuper le nord de la Syrie, s'il le faut aller vers l'est chasser les Kurdes, alors que c'est les habitants. Quand même Salah ad-Din al-Ayyubi Saladin est d'origine là-bas, perso-kurde. Oui. Vous voyez, il s'est converti à l'islam à l'âge de 21 ans, tout le monde le sait. Pourquoi cacher les Ayyubides? Il faut revenir à cette civilisation. Vous parlez des règles. Pourquoi nous obliger le nord de la Syrie, alors qu'il y a 36 000 confessions, rien que chez les Kurdes? Déjà, les Arabes, si j'ose parler, les Arabes là, qui foutent les histoires depuis Gamal Abdel Nasser, il faut revenir voir vite les Monsieur Ibn Bella qui parlent. Il va falloir conclure, docteur. Hein. Il y a 12 ans sur Jazeera, peu importe. Donc, pourquoi actuellement, de quel droit, on va dire au tout le nord syrien, que maintenant qu'il y a les Russes qui occupent depuis 70 ans la Syrie, qu'il y a les Américains qui veulent revenir, qu'il y a la France quand même, c'est le mandat en Syrie, tout ça, on leur dit, on va appliquer Sharia. Ça n'existe pas, monsieur Ousmane. Ça, c'est vraiment aller chercher encore d'autres histoires. On respecte les sunnites, on respecte Ashura chez les chiites ou chez les sunnites, on respecte, et ça, j'ai pas parlé encore des chrétiens, des Assyriens, tout ça. Très bien. Merci, docteur. Merci beaucoup pour votre analyse, en tout cas, à chaque fois très intéressante. Bienvenue sur France Maghreb 2, il est 17h. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. On l'a déjà reçu, monsieur Alexis Bachelet, député des Hauts-de-Seine, qui est avec nous et que nous accueillons. Monsieur Bachelet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Je vous présente Hakim Rahal et Ousmane Timera qui sont avec moi aujourd'hui dans cette émission du Grand Forum. Bonsoir monsieur Bachelet. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et on va revenir, si vous le permettez, avant de parler un peu plus d'actu qui est très chaude en ce moment, sur cette délégation dont vous avez fait partie, donc ainsi que deux autres députés, la députée des Pyrénées-Atlantiques ainsi que Kera Bouziane, qui est la députée des Côtes-d'Or. Vous avez été donc en septembre dernier en Palestine et en Israël du 23 au 27 septembre dernier. Pour œuvrer, dit-on, à la paix juste et durable. Racontez-nous un petit peu ce que vous y avez vu, constaté et quel était l'objectif final de ce voyage. L'objectif de ce voyage, c'était de poursuivre un engagement ancien en faveur d'une paix juste et durable au Proche-Orient, et de permettre effectivement l'établissement d'un État palestinien souverain et libre qui pourrait cohabiter avec Israël. Et nous avions déjà été, avec beaucoup d'autres parlementaires, à l'initiative d'une résolution adoptée en décembre 2014 qui appelait la France à reconnaître l'État de Palestine. Et donc c'était une initiative parlementaire qui a été reprise par notre groupe, qui a été posée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et qui a été adoptée par plus de 350 députés et ensuite par une majorité de sénateurs. Et donc nous, on s'est appuyé sur cette résolution pour continuer un travail avec l'autorité palestinienne, avec les ONG qui sont présentes en Palestine et à Gaza. Et ceci afin effectivement de faire connaître la situation sur place et de mener aussi une campagne d'information et de médiatisation de la situation, en particulier dans les territoires occupés, mais aussi dans les territoires sous autorité palestinienne. Et cette visite, on l'a voulu de manière extrêmement, je dirais, active, avec énormément de réunions et de visites de terrain. Et on a pu visiter effectivement une partie de la Cisjordanie, notamment Ramallah, les alentours de Ramallah, mais aussi la vallée du Jourdain, Jéricho, autour de la problématique de l'eau. Et puis on a été aussi à Jérusalem-Est, et on a pu rencontrer sur place beaucoup d'organisations humanitaires, Médecins du Monde, l'UNICEF, Première Urgence Internationale, des ONG palestiniennes, des ONG aussi israéliennes. En tout cas, on en a rencontré une qui se bat pour les droits des Palestiniens, et on a pu rencontrer aussi des autorités françaises et palestiniennes
pour à chaque fois faire le point sur la situation politique, l'extension de la colonisation, les relations entre les Palestiniens et les Israéliens, toutes les difficultés de vie rencontrées par les Palestiniens, en particulier autour des problématiques de l'eau, de la circulation, de la liberté de circulation, les contraintes de l'occupation militaire. Et puis on a terminé ce voyage, qui était court mais qui était très intense, par une visite à la Knesset. On avait demandé à rencontrer des députés israéliens. On n'a pas eu beaucoup de retours favorables, mais on a quand même eu la tête de liste de la liste arabe unie, Ayman Odeh, qui est aussi président du Parti communiste en Israël, qui a accepté de nous recevoir. Et donc on a eu 1 heure d'entretien à la Knesset avec lui sur la situation en Israël. Et effectivement, lui nous a aussi parlé de la situation des Arabes israéliens, qui représentent 20% de la population israélienne. Et on a pu ainsi avoir un panorama assez large de la situation. 2 questions. Est-ce que d'abord on vous a laissé travailler comme vous le souhaitez? Et quelle est la finalité de ce voyage? Qu'est-ce qui va en découler? Alors, tout d'abord, ce voyage, nous l'avons longuement préparé pendant plusieurs mois. Moi, je suis membre du groupe d'amitié France-Palestine à l'Assemblée nationale. Ouais. Et on avait depuis plusieurs années des contacts à la fois avec les représentants de la mission Palestine en France et avec notamment monsieur l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, parce qu'il y en a eu 2, moi j'en ai connu 2, et puis avec les collaborateurs de la mission Palestine en France, et puis également au niveau du groupe d'amitié, on a reçu chaque année des ONG, et notamment la plateforme des ONG palestiniennes en France. Et on a pu travailler avec eux sur un certain nombre de sujets, la question des prisonniers, la question de la protection de l'enfance, la question de la colonisation. Et c'est vrai qu'au fil de ces années, de ces contacts noués, en particulier avec des ONG et des associations humanitaires, ils nous ont dit que c'était important que des responsables politiques français viennent en Palestine pour voir ce qui se passait sur le terrain et puissent rencontrer les autorités, mais aussi les populations palestiniennes, et ensuite faire un retour d'expérience par rapport à ce que nous avions vu. Et donc on a fini par organiser ce voyage. On avait des choses qu'on n'a pas pu faire. On voulait aller à Gaza. Ouais. Ça, c'était impossible. Mais c'est pas impossible que pour nous. C'est aujourd'hui Gaza. Les frontières sont extrêmement fermées et contrôlées. Et c'est alors, très, si très vous parlez d'aujourd'hui, même pour les humanitaires d'y aller. Si vous parlez d'aujourd'hui même, en ce jour de Kippour, c'est toute la Cisjordanie et toute la bande de Gaza qui est encerclée et fermée. Voilà. Qui est bouclée. Bouclée. Mais Gaza est vraiment bouclée de manière extrêmement rigide et même nous, on nous a fait comprendre qu'on n'avait pas les autorisations pour y aller. Et on a aussi dû annuler certains déplacements, notamment un déplacement à Hebron. Oui. En raison des tensions entre, notamment en raison de la présence agressive des colons israéliens qui risquaient de perturber le déplacement de notre délégation parce qu'ils souhaitent pas que des personnes étrangères viennent voir ce qui se passe à Hebron. Vous déplorez évidemment, cette impossibilité de travailler. Complètement regretté, mais on nous a bien dit, c'est les autorités françaises qui nous ont dit c'est pour votre sécurité. Ouais. Donc on a vraiment regretté de pas pouvoir y aller parce que c'est, paraît-il, un endroit particulièrement où la situation est particulièrement complexe et dure. Bon, mais sinon, à part ces 2 points-là, on a pu aller à peu près partout. Alors, évidemment, on a été contrôlé au checkpoint, comme tout le monde. Ça, on a été contrôlé par l'armée israélienne. Ouais. On a vécu ça comme effectivement quelque chose d'intrusif et d'extrêmement difficile. Mais enfin bon, nous, c'était juste pour un voyage. C'est ce que vivent les Palestiniens au quotidien dans la zone occupée. Ouais. Donc finalement, on a subi les mêmes contrôles et heureusement, on a pu circuler. Il faut le dire, on a pu circuler assez librement. On a même pu aller voir de nos yeux des colonies. On a pu rentrer dans certaines colonies pour constater la situation sur place. Évidemment, on a aussi été dans les villages palestiniens. Voilà, donc de ce point de vue-là, on a pu... Mais après, c'est vrai que les humanitaires nous ont dit aussi que les conditions de travail étaient particulièrement difficiles, avec énormément de contrôle, et que c'était des conditions de travail extrêmement difficiles pour en particulier les ONG. Et donc, on est dans un contexte d'occupation militaire. Alors, la finalité de ce voyage, Monsieur Bachelet. La finalité, c'est effectivement
maintenant que nous sommes de retour, bon, moi j'ai communiqué pendant tout le déplacement sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On a posté des photos, on a expliqué un certain nombre de situations. On a fait des comptes rendus un peu en direct de nos rencontres avec les autorités palestiniennes, avec à la Knesset, avec les ONG. Et puis on a demandé un rendez-vous avec Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, et on souhaite avoir un entretien, et on va l'avoir d'ailleurs dans les jours qui viennent. On attend un retour de son cabinet, mais on veut avoir un entretien avec Jean-Marc Ayrault pour lui faire part de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons vu, et lui faire passer un certain nombre de messages, et notamment effectivement sur la nécessité de soutenir nos amis palestiniens, de continuer. La France le fait déjà au niveau des ONG. La France et l'Union européenne financent aussi une partie du budget de l'autorité palestinienne. Le consulat de France à Jérusalem finance des actions humanitaires et des infrastructures en direction des populations palestiniennes. D'ailleurs, parfois, certaines infrastructures ont été détruites par les colons ou par l'armée. Donc ça, c'est des points qu'on souhaite également soulever en disant c'est pas acceptable que l'aide humanitaire, en particulier française ou européenne, soit utilisée puis détruite. Donc il y a plein de choses qu'on a envie de dire sur les violations des droits de l'homme, sur les enfants qui sont mis en prison, les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires. Donc toutes ces violations des droits humains que nous avons constatées, on veut en faire état auprès de nos autorités pour que chacun soit bien conscient de la gravité de ce qui se passe en Cisjordanie occupée et à Gaza, et qu'on puisse au niveau diplomatique mener les initiatives et les résolutions. Il y a une résolution française, un projet de résolution française qui doit condamner l'extension des colonies et qui pourrait passer à l'ONU dans les mois qui viennent, donc probablement après les élections américaines. Après le mois de novembre. Donc c'est des choses, voilà, nous on veut appuyer ces démarches du gouvernement français pour dire il faut continuer à mener des actions diplomatiques. Nos amis palestiniens ont peur d'être oubliés, ils ont peur d'être effacés par les autres conflits, en particulier ce qui se passe évidemment de grave en Syrie et en Irak, et donc c'était important que nous soyons présents à leur côté pour témoigner qu'ils ne sont pas oubliés, qu'en France il y a des gens, et un peu partout dans le monde, il y a des gens qui les soutiennent, qui veulent que leurs droits soient respectés et notamment ce qui est le plus cher à leurs yeux, c'est-à-dire la création d'un État palestinien souverain sur un territoire évidemment qui soit pas muté par les colonies et totalement contrôlé par l'armée, quoi. C'est tout à votre honneur, en tout cas, vous 3 députés donc qui sont partis en voyage, on le rappelle, donc du 23 au 27 septembre. Ousmane et Hakim ont certainement une question, et profitant de la présence de Monsieur Bachelet. Dites-moi, juste avant de laisser la parole à mes deux invités, mes deux chroniqueurs, on n'a pas la gueule de bois aujourd'hui quand on est socialiste? On a les mêmes ressentiments ou les mêmes sentiments que beaucoup de nos compatriotes qui sont aujourd'hui extrêmement perdus et perturbés par la situation politique que nous connaissons. Oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas s'il faut appeler ça la gueule de bois, parce que la gueule de bois, ça voudrait dire qu'on a eu l'ivresse avant. Ouais. Or, il n'y a jamais eu d'ivresse avant. Ouais. Vous voyez. Ouais. Donc, et puis bon, moi, j'ai jamais pensé que après avoir gagné l'élection présidentielle, ça faisait quelques années que la gauche avait pas été au pouvoir. J'ai jamais pensé qu'il y aurait de jours faciles et heureux. Donc, mais c'est vrai que j'imaginais que ça serait difficile, mais pas à ce point-là. Donc là, c'est vrai que je suis comme tout le monde. J'ai souffert à certains moments. J'ai souffert, j'ai serré les dents. J'ai pas d'ailleurs fait que serrer les dents. J'ai aussi dit des choses, j'ai aussi fait des choses. Je me suis aussi exprimé dans des votes, dans des prises de position, pas toujours en phase avec ce que fait le gouvernement ou le président de la République. Donc d'une certaine manière, moi, je me suis toujours senti en phase avec les convictions qui ont fait que je me suis engagé. Voilà. J'ai essayé d'être cohérent avec mes engagements, mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a des déceptions et qu'il y a des difficultés qu'on n'a pas bien surmontées, quoi. Hakim, peut-être une question? Oui, j'ai une question. Donc c'est bonjour Alexis, c'est Hakim à l'appareil, un chroniqueur. Je tenais déjà à vous féliciter. C'est tout à votre honneur ce voyage dans ce qui reste de la Palestine. Mais en fait, moi en tant que futur électeur au présidentiel,
J'ai une question, c'est la famille politique à laquelle vous appartenez. Est-ce que à l'intérieur, vous, qui vous faites un peu le relais, quoi, vous êtes un petit peu l'ambassadeur, hein, au sein de votre famille politique, est-ce que vous pouvez avoir ce discours comme certains juifs qui le disent, de dénoncer la politique sioniste et le colonialisme sioniste? Je vois pas pourquoi on dirait pas la vérité. La vérité, c'est que quand on va en Palestine, on constate l'extension accélérée, brutale et manifestement très organisée des colonies sur les territoires palestiniens, les territoires occupés. Sur la base d'un discours sioniste, en fait. Sur la base d'un discours surtout extrémiste, d'extrémistes religieux, nationalistes, ultranationalistes, qui ne se veut pas faire la paix avec les Palestiniens et qui considère que c'est la politique du fait accompli qui doit être menée avec la brutalité de l'occupation des terres, parce que derrière l'occupation des terres, ça veut dire qu'on chasse aussi des familles palestiniennes. Et puis ensuite, derrière, c'est l'armée qui sécurise et qui impose des règles de vie, qui impose une forme d'emprisonnement aux populations palestiniennes. Donc je pense qu'on peut dire les choses de manière on peut dénoncer le sionisme objective. Ou pas, monsieur Bachelet? Mais moi, je dénonce la politique d'un gouvernement israélien qui, aujourd'hui, soutient l'extension des colonies au détriment des Palestiniens. Voilà, c'est clair. Ousmane, je condamne. une petite question. Et j'ai pas besoin, je dirais, d'en rajouter. Je crois que les choses sont claires, elles sont dites. On a aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite en Israël et qui mène une politique d'extrême droite. Et dans cette politique, il y a le développement illégal et continu des colonies sur les territoires palestiniens. Monsieur le député Alexis Bachelet, une question posée par Ousmane Timera. Oui, bonjour monsieur le député. Je salue l'action que vous menez et le courage que vous avez aussi de tenir ces propos, faut le dire. Et pas que sur ce sujet-là d'ailleurs. Parce que c'est très très rare de voir des responsables politiques français tenir ce genre de propos par rapport à ce qui se passe en Israël. Sans doute traumatisé à juste titre par ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que cette culpabilité nous empêche, nous Français, de tenir une position claire, ferme et juste par rapport à ce qui se passe là-bas, sans crainte de tomber dans l'antisémitisme. Donc je vous salue pour cela. Ma question, c'est sur la solution à proposer en termes d'objectifs politiques pour les Palestiniens et les Israéliens. Pensez-vous que l'idée de deux États côte à côte, souverains, soit encore possible vu l'état de la situation, vu l'inexistence en fait du territoire palestinien. Bon, non, je ne reviens même pas sur le partage des territoires tel que ça a été fait en 1948. Je ne reviens pas non plus sur l'extension du territoire israélien après la guerre des 6 jours. Je ne reviens pas sur tout ça. Mais le fait est qu'il n'y a pas d'État palestinien. Et que si nous voulons une paix pour l'ensemble des populations vivantes sur ce territoire, ne faut-il pas tout simplement un seul État avec un État de droit qui donne la liberté à tout un chacun et l'égalité à tout un chacun, palestinien ou israélien? Mais c'est la vraie question que vous posez. C'est toute aujourd'hui l'ambiguïté de la situation. Et quand on est sur place, quand on voit aussi le mur de séparation, quand on voit le mitage du territoire palestinien par les colonies israéliennes, on se demande effectivement aujourd'hui où on peut encore trouver la place de faire cohabiter deux États. C'est vraiment aujourd'hui, même on a rencontré des responsables du Fatah, et en particulier Nabil Chat, ancien ministre des Affaires étrangères de Yasser Arafat et ancien Premier ministre à l'époque de Yasser Arafat. Il nous a fait part de son pessimisme et de ses inquiétudes. Il se demande lui aussi ce que veulent en réalité les Israéliens et ce qui aujourd'hui pourrait être la solution des deux États. Sauf que aujourd'hui, on voit pas très bien comment pourrait fonctionner un seul État binational. Parce que pour le coup, sur le plan démographique,
on serait dans une toute autre configuration. Et faire respecter l'état de droit dans un état binational, ça veut dire aussi donner le droit de vote à tous les citoyens. Bah oui, ça s'appelle la démocratie. On n'est plus tout à fait, absolument. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, moi, j'ai pas une autre conception de la démocratie. Il y en a qu'une seule. Hein. C'est la conception de Mandela. C'est one man, one vote. C'est tout. Un homme, une femme, une voix. Quoi. Point barre. Ouais. Tout le reste, c'est plus de la démocratie. Donc, dans ces conditions. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on bascule vers une ou une autre solution. Ce qui est sûr, c'est que on voyait quand on a été dans les territoires, parce qu'il y a quand même aujourd'hui 15% du territoire de la Cisjordanie qui est contrôlé par l'autorité palestinienne. Oui, et objectivement, c'est un peu les gardes. Ils font un peu le rôle de la police pour l'État israélien. Ils ont une convention de coopération sécuritaire avec la police et l'armée israélienne, et ils ont des engagements, et visiblement ils tiennent leurs engagements. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des Israéliens. Mais c'était des engagements qui étaient contenus dans les accords d'Oslo. Donc de ce point de vue-là, les Palestiniens respectent les accords d'Oslo. Mais surtout, on se dit que finalement, l'autorité palestinienne pourrait parfaitement gérer l'ensemble de la Cisjordanie, qu'ils en ont la capacité. Ils gèrent. On a circulé à Ramallah, on a circulé à Al-Biré, on a circulé dans plusieurs villes sous l'autorité palestinienne, et ces villes, les fonctions de ces villes fonctionnent. L'autorité palestinienne y assure l'ordre et l'administration de manière tout à fait correcte et normale. Et donc on se dit, c'est quand même dommage que le processus d'Oslo ait été stoppé, parce que finalement l'objectif c'était de transférer petit à petit est-ce que la politique sous l'autorité palestinienne. Et aujourd'hui, est-ce que la volonté d'Israël, comment ça peut fonctionner? Est-ce que la volonté de l'État d'Israël, indépendamment de l'extrême droite qui dirige aujourd'hui, a été la paix? C'est une vraie question. Et donc à un moment donné, on joue quand même dans un jeu d'hypocrite. Je veux dire, que ça soit les États-Unis ou l'Europe, on sait très bien ce qui est en train de se passer. On est en train juste de mettre les mains des Palestiniens au dos en leur disant qu'il y a des accords à respecter. Mais pendant ce temps-là, les autres font leur travail tranquillement. Les rapports de force sont... Ils ne respectent aucune des résolutions, d'ailleurs. Il y a aucune... les rapports de force sont en défaveur d'une part des Palestiniens. Donc la négociation, c'est du vent, ils se font balader. Et ceux qui sont censés mettre en place... Il n'y a plus de négociation aujourd'hui. Il n'y a plus de négociation. Je parle déjà de l'époque d'Oslo. Et surtout, le rôle que devrait jouer... Clairement, le gouvernement israélien a coupé les ponts. Très bien. Mais du coup, le rôle que devrait jouer la France ou l'Europe et les États-Unis, ils ne le jouent pas. Donc moi je pense que la situation elle empire, entre autres parce qu'il y a un entêtement et surtout une volonté d'Israël de s'établir sur tout le territoire. C'est ça l'effet. On y va petit à petit. Mais le problème c'est que les Européens et les Américains et la communauté internationale, soi-disant, ne jouent pas son rôle. Il y a quand même un gros verrou diplomatique qui est le verrou américain, parce que quand on veut voter des résolutions plus offensives et qui condamnent fortement la politique du gouvernement israélien, c'est systématiquement les Américains qui bloquent. C'est ça. C'est pas forcément la France ou la Grande-Bretagne ou même la Chine. France joue quand même un double jeu, parce que ne serait-ce que pas seulement au niveau de s'abstenir, mais même les types de relations qu'elle établit avec Israël. Israël fait quasiment partie de l'Union européenne aujourd'hui. C'est un pays européen. Oui, premièrement. Il y a un accord d'association. Deuxièmement, mais ça encore une fois c'est pas grave. Mais on peut pas jouer à un moment donné le double discours de on condamne des pays qui respectent pas les droits de l'homme, et un autre pays, quand c'est notre allié et qui respecte pas les droits de l'homme, en l'occurrence les droits des Palestiniens, on n'en tient pas compte. Donc c'est ça qui est un peu dommage. En ce qui concerne les Européens, vous l'avez très bien dit, l'Europe se sent en dette, et il y a une culpabilité européenne. À juste titre, parce que ce qui s'est passé... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous dans le grand forum sur France Maghreb 2 en ce mercredi après-midi avec... écoutez, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter en intégralité l'interview d'Alexis Bachelet, je propose de la réécouter ce soir, parce que c'est pas parce que on défend Alexis Bachelet, mais ils ont en tout cas le mérite, ces trois députés-là, d'être partis sur place. Je pense qu'Alexis Bachelet a prouvé que c'était quelqu'un qui s'était battu notamment contre pour empêcher la criminalisation du boycott. D'ailleurs, il en a payé de sa personne avec des menaces aussi au sein même de l'Assemblée nationale. C'est un député, et ils sont rares à être engagés.
pour et en faveur des Palestiniens. Donc voilà, à réécouter, c'était vraiment très intéressant. Je sais pas si on pouvait le soutenir, bravo à lui. Ouais. Bravo à lui. Ouais. Et si on pouvait le soutenir politiquement, parce que voilà, il faut qu'on soutienne des gens comme ça, des gens qui luttent vraiment pour l'égalité. Et il va se faire attaquer forcément. Ah bah c'est déjà fait. Et c'est déjà fait. On va essayer de faire en sorte. Je sais pas s'il va se représenter. Je pense que la représentation nationale aurait député des Hauts-de-Seine. C'est une personne à soutenir. Oui, mais je l'ai déjà rencontré, c'est vrai, à Agnières. Bon, ok, maintenant c'est voilà, député des Hauts-de-Seine, Alexis Bachelot. Encore faut soutenir. Encore faut-il demander vos cartes d'électeurs jusqu'au 31 décembre. Et il va falloir y aller. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Allez, c'est parti pour les avis tranchés, messieurs. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, on va commencer par notre ami Hakim Ral pour son avis tranché en ce mercredi 12 octobre. Oui, alors mon avis tranché, ça serait partager toujours une réflexion avec les auditeurs. Donc c'est faire vivre la mémoire pour construire chaque jour une société de justice pour tous les hommes. Et une société de paix où s'épanouissent et s'émancipent tous les hommes. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre et nous sommes à J-5 jours de la commémoration en plein Paris du massacre programmé des Parisiens, Algériens et Français venus manifester pacifiquement le 17 octobre 1961. Donc ces manifestants étaient au nombre de 40 000, étaient venus manifester leur soutien pour stopper le génocide des Algériens en Algérie, pour stopper l'industrie du viol en Algérie, pour stopper l'industrie de la torture en Algérie et de tous les massacres perpétrés dès lors pendant 132 ans, qualifiés par certains historiens et acteurs de cette colonisation de massacres pédagogique. Donc je m'en vais lire ici un appel qu'a rédigé un des manifestants, très précisément Monique Hervaux, c'est une dame qui était présente le 17 octobre 1961. Alors, donc cet appel est titré comme un appel contre l'oubli. Donc je lis l'article de Monique. Aujourd'hui, je suis autant horrifié par le refus de reconnaître la réalité du massacre du 17 octobre 1961 qui se déroula dans la capitale française. Manifestation extrêmement pacifique de 40 000 Algériens contre un couvre-feu qui leur était imposé et de la gigantesque ratonnade qui s'est abattie sur eux. La police parisienne massacre, tue par balle, jette dans la Seine, 300 morts, plus de 11 000 arrestations. Aucun mort ni blessé du côté des forces de l'ordre. Le préfet de police de l'époque, Maurice Papon, avait affirmé devant les policiers « Vous êtes en état de guerre. Tirez les premiers. Vous serez couverts. Je vous en donne ma parole. » S'ensuit un gros trou noir qui dura des décennies. Le gouvernement français a justifié ces actes de la police parisienne, du 17 octobre 1961, par un mensonge d'État, en disant 2-3 morts, voilà, et puis il a voulu faire une tentative d'effacement. C'est le maintien de l'ordre, sans plus. Mais en 1999, Maurice Papon, qui avait été à l'époque préfet de police de Paris, porte plainte contre cette phrase de Jean-Luc Einaudi. Dans Le Monde du 20 mai 1998, voilà, Maurice Papon dit la chose suivante. En octobre 1961, il y eut un massacre perpétré par les forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. C'est ce que dénonce Jean-Luc Einaudi. Alors le procès en diffamation intenté par Maurice Papon contre Jean-Luc Einaudi va se dérouler au palais de justice de Paris, 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Je témoigne à la barre, avec beaucoup d'autres témoins, contre Maurice Papon, de la terrible répression policière qui se déroula devant mes yeux, peu avant le pont de Neuilly, lors de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961. J'affirme que la police a tiré sur les manifestants, au milieu desquels je me trouvais en compagnie des femmes et des enfants du bidonville de la Folie à Nanterre, ainsi que des terribles violences policières sur le bidonville durant les 9 mois précédant le massacre, et qui ne sont plus que rarement dévoilés. 4 jours de débat, Maurice Papon perd son procès. Le parquet de Paris reconnaît solennellement la réalité du massacre commis le 17 octobre 1961 par des membres de forces de l'ordre. J'entends encore le président du tribunal, Jean-Yves Montfort, déclarer « Il y eut massacre ». Mais ce silence d'État dura 5 ans. Et 1 an sous les mandats de plus dira 51 ans sous le mandat de plusieurs présidents de la République française. Ce n'est que très récemment, en 2012, que le président de la République, François Hollande, reconnaît officiellement qu'il y eut sanglante répression.
Pourtant, cherchant à minimiser la monstrueuse hécatombe qui eut lieu en plein Paris, le terme de massacre n'est pas prononcé. Il y a eu détournement volontaire du vocabulaire comme il n'y eut pas de guerre d'Algérie. La France parla, durant un demi-siècle, des événements d'Algérie, de la pacification à la pointe du fusil. En outre, des corps n'ont pas été retrouvés. Combien de corps n'ont pas été retrouvés ? Réponse, la destruction d'archives anciennes de la brigade fluviale il y a quelques années, selon le rapport en question, empêche toute enquête précise sur les noyades dont étaient victimes ces manifestants. Faux, ces archives n'ont pas été détruites. Exigeons des éclaircissements en souvenir des Algériens noyés. Donc je donne rendez-vous aux auditeurs le 17 octobre prochain au Pont Saint-Michel pour cette commémoration de la répression sanglante des manifestants algériens. Et mon petit doigt me dit qu'on va en reparler dans un instant à l'occasion de votre coup de cœur. Ousmane, on va parler de toute autre chose avec toi. Oui, mais tout d'abord, j'encourage vraiment les gens à se souvenir du passé pour ne pas recommencer ces erreurs. Mais il faudrait aussi qu'on questionne le sens de ces commémorations et à quoi elles doivent servir pour construire un avenir meilleur. Il ne faut pas juste commémorer, il faut aussi voir quel monde est-ce que nous proposons pour établir des ponts et des relations entre les différents citoyens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont par camps opposés, d'ancêtres de résistants, de pas résistants, de colonisés, de pas colonisés, et au fond, ça pourrit nos relations entre nous ici aujourd'hui. Donc, souvenons-nous du passé, non pas pour le revivre et revivre ces conflits, mais pour en tirer des leçons afin de ne pas recommencer ces erreurs aujourd'hui et vivre donc en paix. Ça, c'est le premier élément. Pour revenir à mon propos, c'est par rapport à ce cafouillage diplomatique qui a eu lieu entre la France et la Russie. Et la honte que ce président François Hollande, décidément, ne cesse de nous donner à travers ses erreurs et ses attitudes dubitatives et ses hésitements. Donc ces hésitations, pardon. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Vladimir Poutine était censé rendre visite à Paris à l'occasion de l'inauguration d'une cathédrale orthodoxe. Cette invitation avait lieu. Entre-temps, vous savez tous, et je m'étais déjà exprimé sur le sujet de la tentative française d'intervenir entre la Russie et les États-Unis et de demander à la Russie de cesser son bombardement injuste à mes yeux et ignoble de la population d'Alep. Et pendant ce temps-là, donc entre-temps, la Russie met un veto, ce qui empêche la résolution française d'être adoptée. Et donc la situation est la suivante, un atermoiement, est-ce qu'on invite, est-ce qu'on l'invite pas, est-ce qu'il vient pas, mais non pas en catimini dans son bureau, non pas avec ses collaborateurs, mais sur la place publique, devant tout le monde. Donc au moins, si c'est pour douter de du bienfait quant à la venue de Vladimir Poutine, il faut prendre des décisions. Un homme politique, un dirigeant ne fait pas part à la population de ses atermoiements. Il prend des décisions où il se tait. Et donc cet atermoiement, on est là en train de on vient pas, est-ce qu'il vient pas, je ne sais pas. Eh bien Vladimir Poutine, lui, il a pris sa décision, je ne viens pas. Et donc ce camouflage, comment dire, j'en perds mes mots même tellement ça me met en colère, mais cette erreur diplomatique énormissime, le fait que la France se retrouve dans ces situations de devoir mendier ou pas, en tout cas qu'on lui claque la porte au nez, ça montre à quel point la diplomatie française n'est pas dirigée avec une orientation claire, avec des positions claires qui sont les siennes, et surtout tributaire d'un président de la République qui, comme dans le Parti Socialiste, est incapable de décider. C'est comme l'affaire Leonarda. Au lieu de dire soit on accepte la famille avec Leonarda ou soit on l'accepte pas, il tranche entre les deux. Leonarda peut venir, mais pas sa famille. On a vu le camouflet que cela a donné lieu avec Leonarda qui répondait directement à François Hollande. Moi, je pensais qu'on allait en tirer des leçons, mais faire une telle chose dans les relations internationales, comment pouvons-nous être respectés? Donc voilà, c'est vraiment mon coup de gueule. Je trouve ça vraiment dommage. J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai quand même appelé publiquement à voter pour François Hollande parce que je pensais pas quand même que le Parti Socialiste pouvait tomber aussi bas. Eh bien, je crois qu'il y a plus bas.
Alors justement, puisqu'on parle de Hollande, sachez que il est au cœur de l'actualité, puisque demain sort un livre explosif dans lequel François Hollande s'est exprimé auprès de 2 journalistes, dans lequel on apprend plein de choses, notamment que selon François Hollande, il y a réellement un problème avec l'islam, c'est ce qu'il aurait confié à ces 2 journalistes, que la Marianne de demain sera voilée, qu'il considère que les femmes voilées seront françaises à partir du moment où elles quitteront leur voile. À propos de l'équipe de France, il parle de jeunes sans éducation et sans intérêt, qui n'ont pas été éduqués et sans intérêt. Alors moi, ça me pose un problème, parce que quand il parle d'éducation, il s'en prend directement aux parents. Dire que effectivement certains d'entre eux sont mal polis, etc. Non, il parle directement d'éducation. Il appelle à la fin et à la mort du Parti socialiste pour la création d'un nouveau parti. Bref, est-ce selon vous, messieurs, une erreur stratégique de sa part de se confier ainsi et, j'allais dire, de faire du valse quelque part, alors que l'on attend de François Hollande qu'il se prononce, et au plus vite d'ailleurs, pour savoir si oui ou non il décide d'y aller pour la présidentielle ou pas. Ces petites phrases qui en dit long quand même sur le personnage. Bref, il ne manquait plus que lui. Et bien voilà que la boucle est bouclée. Tu permets? Alors je voulais juste réagir à ce que tu disais pour rajouter la chose suivante, dans ton coup de gueule à l'encontre de la manière, l'erreur diplomatique qu'a fait François Hollande avec Poutine, pour rappeler les propos encore de Gaulle qui disait que les Américains, en fait, ils ne veulent pas ils attendent de la France qu'ils soient des marionnettes. Ouais. Voilà. Et Poutine qui reprenait ça, il dit les États-Unis ne cherchent pas des partenaires, c'est-à-dire des vassaux. Donc c'est pour rappeler un petit peu les propos de Gaulle. Sinon, concernant ce que tu as rappelé sur les témoignages, l'interview qu'a donné le président de la République, François Hollande, on dirait un discours de droite finalement. Quand il parle de moralité, alors que on connaît bien ses mœurs légères et ses allées-venues en scooter quand il allait voir, voilà. On connaît ça m'a vraiment ce discours de vouloir donner des leçons. Il est très mal placé pour donner des leçons et tout simplement c'est les idées d'extrême droite qui se distillent un peu plus, qui se popularisent davantage. Donc la parole se libère, cette parole un petit peu de droite, jusqu'au Parti socialiste. Ousmane ? Alors il y a 2 choses. Sur la personne, je viendrai après, mais la plus importante, c'est pas la personne de François Hollande. Je crois que ce mec-là est fini, politiquement. Mais c'est sûr, quand il ose dire ça, c'est qu'il sait que ça fait écho. Ouais. À l'intérieur du Parti socialiste même. Hein. Moi, j'étais dedans dans le Parti socialiste. Et leur islamophobie n'est pas très éloignée de celle de l'extrême droite. C'est pour ça que les laïcards et les gens d'extrême droite se rejoignent tous pour taper sur l'islam. Au fond, les droits de l'hommistes d'hier sont dans l'épreuve de la nécessité d'être fidèles à leurs propos quant à leur rapport avec l'islam. Donc tout allait bien, on était tous égaux quand on est tous pareils. L'égalité, on le juge quand justement on est face à celui qui est un peu différent de soi. Et là, la gauche de manière générale et les partis socialistes de manière de façon particulière nous montrent à quel point est-ce que il est difficile d'être fidèle aux valeurs. Ça, c'est un premier point. Et ça en dit long aussi sur la tactique politique et la stratégie. En manque de projet, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en manque de projet, on se jette dans le rejet. Ces hommes politiques, l'élite politique, n'a pas d'autre choix que de se soumettre à l'ordre économique libéral que François Hollande a déroulé en long et en large, en contradiction avec ses promesses, et de taper sur les étrangers et de faire sienne comme valeur l'idée d'identité. L'identité, c'est ça, les prochaines valeurs qui seront défendues en long et en large, pour ou contre, au sein de la classe politique. C'est la seule manière qu'elle a d'exister. Et François Hollande, mine de rien, c'est ce qu'il a fait. Au lieu d'agir sur le plan politique, d'agir sur le plan économique, d'agir sur les problématiques qui existent au niveau européen, dans l'incapacité de remettre en question l'ordre des choses et l'ordre oligarchique à mes yeux, on tape sur les plus faibles, et en l'occurrence sur les musulmans. Donc c'est bien dommage de la part d'un président de la République, mais ça en dit long sur ce qui va se passer. Mes chers amis, je vous le dis dès le départ, il n'y aura pas de changement d'ici les 20 années à venir. Très bien. Eh bien, ça fait plaisir tout ça, ça donne envie. C'est à nous de le faire. 17h44. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Les coups de cœur,
va falloir y aller vite, hein, parce que là, on a très peu de temps. Mon cher ami Hakim Rahal, pour ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est un extrait d'une conférence qui s'est passée en 2010. Sur le thème de la justice universelle et les massacres de masse au XXe siècle, organisés par notamment le réseau international juif contre le sionisme. Donc voilà, je te laisse là la vidéo. Alors, c'est Youssef Boussouma, historien, fervent défenseur et du génocide algérien. On va en écouter un petit extrait, peut-être pas forcément tout. Il dénonce des dénonciateurs. On écoute un extrait, mon cher ami Hakim. On pourra pas écouter l'intégralité, malheureusement on n'aura pas le temps. On écoute, c'est parti. On m'a demandé de parler de l'Algérie, alors évidemment c'est l'Algérie et la France, c'est la conquête de l'Algérie, donc je voudrais parler de la guerre d'Algérie, mais d'abord, pas tellement la dernière, celle qui est dans les manuels et celle que l'on pense connaître un petit peu. Non, je pense à la vraie guerre d'Algérie, la première, celle qui a permis la conquête de l'Algérie, qui est la plus terrible, la moins connue, d'une horreur, je crois, rarement égalée, dans sa cruauté, dans ses tueries, dans les tueries qu'elle a provoquées de populations, même de populations qui ne posaient aucun problème, contre lesquelles elle n'avait absolument rien, de massacres délibérés, d'enfumades, de massacres d'hommes, de femmes, d'enfants, de bétail, de ravages organisés, méthodiques, revendiqués, proclamés de tout un pays. La conquête de l'Algérie, 1830. Lorsque cette conquête commence, eh bien, on le sait, elle commence par une expédition militaire, mais ce sera une effroyable suite de massacres qui vont durer, ces massacres, au moins jusqu'en 1870, 40 ans d'une lutte terrible contre une population de 5 millions d'habitants. L'Algérie comptait environ 5 millions d'habitants au moment de la conquête. La France en avait à peu près 6 fois plus, 6 à 7 fois plus, au moins. Et bien sûr avec des armements pas du tout comparables. Cette conquête s'est faite dans le moindre village, dans le moindre massif montagneux. Ça n'a pas été uniquement contre, on vous dit, contre Abdelkader, voilà, qui menait. Mais ça a été une conquête où il a fallu arracher chaque pierre du pays, où tout a été pillé, spolié, de façon totalement organisée. Vous avez sans doute lu le livre de Pierre Péan, sur justement la prise du trésor fabuleux d'Alger, dont certaines grandes entreprises françaises aujourd'hui, sur lesquelles certaines grandes entreprises françaises multinationales ont édifié leur puissance aujourd'hui, l'or qui a été dérobé à Alger en 1830, un trésor fabuleux, qui était en fait un des motifs de la conquête jamais avoué. Et il faut savoir que donc ce pays n'a pas connu de répit, 40 ans contre une population de 5 millions d'habitants. On estime le nombre de morts difficile à évaluer, en plus avec les moyens de l'époque, mais au moins pas loin d'1 million directement tués par les faits de guerre. On estime qu'entre 1830 et 1870, c'est un tiers de la population algérienne qui a été entièrement éradiquée, un tiers, à la suite, bon, non seulement des morts directes, mais également de tout ce qui va s'en suivre, les pillages, la famine. On parle d'une famine de 500 000, on parle de 500 000 victimes pour la famine qui va suivre, parce qu'évidemment le but était de ravager le pays totalement et d'empêcher absolument toute résistance en ruinant le pays. Ça a été organisé, hein, Alors voilà un extrait de cette conférence, Hakim. Oui. On rappelle pour ceux qui veulent aller voir sur YouTube notamment cette conférence. Il dénonce en fait ici Youssef Boussouma, l'historien, ou du moins il demande la reconnaissance des autorités françaises du génocide perpétré en Algérie. Il demande pas un procès, mais au moins pour l'histoire. Quand même, pour nos auditeurs, en 1830, il y avait une population aux environs de 4 millions, 5 millions. Elle est passée 40 ans après, en 1870, à 2 millions.
C'est-à-dire qu'il y a entre 2 et 3 millions, là il parlait d'1 million, les chiffres ils sont énormes. Donc effectivement on est en présence d'un génocide, mais la France n'est pas encore prête pour reconnaître ce massacre des Algériens, comme l'Allemagne l'a fait pourtant. Jusqu'à aujourd'hui dans les manuels, dans l'éducation nationale allemande, on reconnaît le massacre perpétré par l'Allemagne nazie. Alors mon cher Ousmane, une petite minute, pas plus, pour nous parler de ton coup de cœur. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'est nous qui devons faire le changement. C'est par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne où un réfugié syrien a été arrêté comme voulant perpétrer des tentatives d'attentats. Et il a été arrêté effectivement par d'autres musulmans, ses compatriotes d'ailleurs, d'autres réfugiés qui ont ainsi sauvé des dizaines, voire des centaines de vies en Allemagne, et cela montre comment est-ce que les meilleurs alliés de l'Europe et de la France en l'occurrence pour lutter contre le terrorisme, ce sont ceux qui la subissent le plus, en l'occurrence les musulmans. Et que la politique menée de stigmatisation de l'islam et des musulmans par rapport pour lutter contre le terrorisme n'amènera que plus de terrorisme. Et donc je salue vraiment le caractère et l'acte héroïque de ces personnes-là, leur citoyenneté, quand bien même ils ne sont pas encore allemands, je dis encore parce que j'espère qu'on va leur accorder la nationalité allemande, et surtout je dis que voilà, il n'y a pas mieux pour lutter contre le terrorisme que la cohésion interne de la nation. C'est le grand forum évidemment avec Ousmane Timéra et Akimara qui sont toujours avec nous. Je vous rappelle messieurs dames qu'il y aura un gala humoristique qui va être organisé donc le 28 octobre prochain auquel va participer donc plusieurs humoristes qu'on aura l'occasion de vous réitérer ici. Le 28 octobre prochain, c'est à 20h à l'espace Chevreuil à Nanterre dans le 92. Tout cela évidemment et tous les fonds seront reversés au projet d'une école à Montpellier qui s'appelle Amana, et justement ça tombe bien. Pour remporter des places, deux invitations. La première a envoyé un SMS au 06 17 07 40 20 nom prénom avec le mot de passe Amana, se verra en remettre et repartir avec 2 places. 06 17 07 40 20. On va passer messieurs au j'aime ou j'aime pas pour terminer. C'est parti. Alors dans le j'aime ou j'aime pas, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Il y a aussi le je m'en fous, hein, vous pouvez le dire, y a pas de problème. Ça se passe à Marseille, un supermarché qui avait voulu interdire son entrée à des jeunes lycéens qui avaient à plusieurs reprises pillé le supermarché. Ils ont dû faire marche arrière parce que c'était quasiment impossible d'interdire évidemment à des gens de rentrer dans le supermarché. J'aime pas ou je m'en fous? M'en fous. Très bien. Hakim? Ouais. Ok, très bien. Israël a bouclé depuis hier matin la Cisjordanie, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité, toute la Cisjordanie occupée, ainsi que les postes de passage entre Israël et la bande de Gaza à l'occasion de Yom Kippour. J'aime pas, je m'en fous. Ça veut dire quoi Kippour? C'est la fête religieuse des Juifs là. Oui, je sais, mais ça a un sens. C'est la paix, je crois. Ouais. Ok. Bon c'est beau. Mais c'est pas la paix pour tout le monde, pareil. Et voilà. Donc j'aime pas. Sénégal. 54% des jeunes de la banlieue de Dakar, mon cher ami Ousmane, favorables à l'application de la charia. C'est ce qui ressort en tout cas d'une étude qui a été publiée dans Sud Quotidien. J'aime pas ou... j'aime. Il faut aimer la voix du peuple, c'est démocratique. Non mais moi j'aime, après tout dépend ce qu'on entend par charia. Mais le principe, faut le définir. Le principe de la charia, c'est une question de souveraineté. Les peuples ont le droit d'être ont le droit d'être dirigés par les lois qu'ils se donnent. Donc oui, moi je suis. D'ailleurs, charia c'est un mot arabe en français. Ça veut dire la voie. La loi, la loi, la règle, voilà. Ça veut dire la voie, et la voie c'est pas couper des mains. La voie c'est d'abord et avant tout d'établir la justice entre les gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mohamed Bajrafi qui avait dit il y a à peu près 1 an ou 2 ans en arrière à une journaliste de France 24 que selon lui la France était le pays qui respectait le plus la charia, plus que des pays musulmans d'ailleurs. Je dis pas la France, mais en tous les cas la France et bien d'autres pays occidentaux appliquent plus les principes de l'islam tels que sont décrits dans le Coran que les pays musulmans eux-mêmes, oui. Une dernière petite info pour le j'aime ou j'aime pas. Amnesty International Algérie a organisé différents débats autour et sur la peine de mort, des débats houleux qui ont lieu actuellement dans le pays en Algérie. J'aime pas, je m'en fous. C'est bien les débats, ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien. Il faut débattre. Mais après il faut débattre. Je sais pas, en fait. De la discussion jaillit la lumière. Non, au-delà de ça, c'est le sujet, en fait. Il y en a qui vont parler, en fait, de ce sujet de peine de mort, surtout dans les pays musulmans, pour dire, on défend, en fait, la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu dit, selon eux, qu'il faut
c'est la loi du talion, et d'autres diront non, justement comme la France, il ne faut pas tuer. Donc moi je pense que c'est un débat binaire. La religion ne dit pas forcément, et après on peut rentrer ne dit pas forcément qu'il faut à chaque fois tuer. Il va vers plus l'idée de pardonner aux condamnés si la famille le permet, voire même s'il y a possibilité même d'abolir la peine de mort. Mais il faut arrêter d'en faire un débat idéologique. Ousmane, il veut en débattre à la radio. Non, bon, fort heureusement il n'y a pas de peine de mort ici. Mais il y en a aux États-Unis par contre. Mais il y en a aux États-Unis. Et donc je pense qu'il faut faire évoluer un peu les mentalités sur ces sujets-là. Il faut débattre. Mais le problème, c'est que c'est un débat idéologique maintenant, notamment de la part de l'élite française ou de certains francisants dans les pays musulmans. Ce qui est visé, c'est de saper l'autorité de ce qu'on entend par la charia. Comme je viens de le dire, qu'est-ce que la charia? Et surtout, dans la conscience musulmane, c'est l'idée de justice, d'abord et avant tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Christophe, on rappelle la date du rassemblement lundi 17 octobre, 17h, pont Saint-Michel, en commémoration au massacre. Ce que je te propose, Hakim, je suppose que tu y seras. 61, bien sûr. Et ben, ce que je te propose, c'est que lundi à 17h, on t'appelle et que tu nous fasses un petit direct. Alright. Le pont Saint-Michel. Ousmane sera de la partie d'ailleurs lundi prochain avec Yasser Louati qui seront là lundi prochain. Je précise que Ousmane sera en conférence à Angers pour les auditeurs qui habitent pas très loin d'Angers ou qui sont capables d'y aller. D'autant plus qu'il y a aussi Mohamed Bajrafil. Donc une belle brochette. On va parler de contribution au-delà de l'assimilation et de l'intégration. Bravo. L'intégration c'est has-been les gars, là. Faut contribuer. Et de vastes sujets. L'assimilation c'est pire encore. C'est pire encore. Contribuons. Ça vient des tombes l'assimilation. Hakim Rehan, merci Ousmane Timera. Au revoir. Demain à cette même place, Maïssa Leroy et Monsieur Badr Belamine qui seront avec nous demain sur France Maghreb 2. Dans un instant, l'ami Amar pour son clin d'œil, l'éphéméride, la télé avec Jérémy et puis le sport aussi. Et puis on s'écoutera un titre majeur et du groupe Pink Floyd qui, vous le savez, Roger Waters et Pink Floyd ont soutenu la flottille des femmes qui sont parties briser le blocus de Gaza, qui ont évidemment été arrêtées comme d'habitude par l'armée israélienne. On écoutera ça pour terminer cette émission. Il est pour l'instant 18h02. Merci d'être avec nous, de commencer cette soirée avec nous sur votre radio. Le rappel de l'actualité de ce mercredi soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.